Avant qu'on commence cette première session sur Crimes Against Nature, et je remercie encore une fois les trois intervenants, Pauline Spérez, qui est à l'Université Paris 8, Johanna Siméon Germanos, qui est à l'École normale supérieure, au Centre Maurice Alvax, et Nicolas Renaï, qui est sociologue à l'INRA à Dijon. Et je laisse tout de suite la parole à nos trois intervenants pour Crimes Against Nature. Merci beaucoup encore. Bon, alors je suis l'historienne qui ouvre le bal, mais j'aimerais insister sur le fait que je ne suis ni historienne de l'environnement, ni historienne du 19e, ni historienne de la wilderness, ni historienne des Native Americans. Donc là, je suis un peu hors de mon rôle habituel ou de mes compétences habituelles. Il se trouve que je me suis mise à travailler récemment sur ce terrain des Borderlands et de l'Arizona, et c'est là que j'ai rencontré Jacoby, mais à travers le dernier livre, à travers le portrait d'Hélice, et dont je connais certains lieux maintenant. Mais là, donc, les organisateurs m'ont demandé de me déplacer sur un terrain, une période, un thème qui ne sont vraiment pas les miens habituellement. Donc peut-être que je vais prendre le livre et l'emmener vers des terrains qui n'étaient pas nécessairement ceux sur lesquels il avait envie de se placer au départ. Mais avant cela, moi, j'ai envie de rappeler que le livre que nous lisons aujourd'hui, c'est pas nécessairement le livre que Carl Jacoby avait eu initialement l'idée d'écrire. C'est ce qu'on comprend en lisant la postface. Ce livre qu'il avait initialement l'idée d'écrire, sa thèse, elle aurait probablement dû porter sur la mise en œuvre de l'idéologie conservationniste à la fin du 19e, peut-être sur la façon dont elle a participé à la construction de l'idée de wilderness dans ces différents lieux, dans ces différents terrains que Jacoby semblait avoir déjà choisis. Mais une fois ces terrains choisis, donc les Adirondacks, le Grand Canyon et puis cette dernière... Merci, Yellowstone, cette dernière zone aux confins de l'Ohio et du Wyoming, eh bien, Jacoby il a été dérouté très précocement de son chemin, et j'aimerais revenir à ce moment-là parce qu'il semble que ce soit la première fois dans son itinéraire d'historien que ça lui arrive d'être dérouté par cette rencontre donc avec des archives dissonantes et archives qu'il a décidé d'écouter. Et moi, ce moment-là m'intéresse tout particulièrement parce que je me dis que plusieurs fois, quand même, dans notre recherche d'historien, il nous est arrivé de rencontrer des archives qui nous ont éloignés de la question qui était initialement la nôtre. Et en fait, ils sont assez peu à accepter d'entendre cette dissonance, d'entendre l'appel du terrain, de la ressource, de l'archive, de faire cet écart et de redéfinir complètement une problématique, un questionnement. Et on voit dans ce cas-là tout l'intérêt qu'a été l'écoute de cette source qui nous est livrée finalement très tard dans le livre, à peu près aux 2/3, qui est cette lettre qui a été écrite par un certain Captain Jim, un Indien Havasupai, qui écrit donc au secrétaire de l'Intérieur pour déplorer la disparition de tout un monde sous l'effet de l'imposition des règles de conservation qui sont en discussion et qui sont déjà votées d'ailleurs au Congrès. Et là, donc Jacoby va accepter d'entendre l'expression de la crainte de la destruction d'un mode de vie, de la destruction de la nature, et donc décider de suivre cette piste. Alors, on en parlait pendant la pause, il y a une construction en fait narrative de la mise en scène de l'absence de source, et dans ce livre, on ne sait pas très bien finalement comment il fait à partir du moment où il a décidé de réorienter son sujet pour aller chercher ces nouvelles sources. Et pour finalement élargir à partir du cas indien cette résistance à l'imposition de la politique de conservation par l'État fédéral à d'autres groupes. Comment passe-t-il donc des Indiens à working class blanche des settlers, et
on ne comprend pas très bien, on ne sait pas comment, de proche en proche, il arrive à constituer ce corpus dans lequel vont se trouver côte à côte des catégories sociales, des catégories raciales aussi, des groupes qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, enfin d'être mis à côté dans la bibliographie. Alors, avant de parler de ce point qui m'a particulièrement marqué dans la lecture, j'aimerais essayer de réfléchir à la démarche qui a pu être la sienne pour identifier ces sources, donc continuer à ratisser ces sources. Hein. On est 3 historiens américanistes dans la salle, on a tous les 3 pratiqué les archives nationales et on sait à quel point c'est des archives qui sont très très difficiles à... Enfin, il me semble, hein, je connais moins les archives françaises, mais dans lesquelles il est très difficile de chercher, le classement est souvent très compliqué, et donc on peut passer des journées entières à chercher quelque chose qui est assez facilement identifiable et qu'on n'arrive pas à trouver. Donc je me dis, en cherchant sur un sujet qui n'est pas identifié comme tel dans les sources et dans les fonds d'archives consacrés aux différents parcs qu'il a retenus, j'essayais d'imaginer la difficulté ou le hasard qui avait pu présider à la rencontre avec ces sources, produites donc par des catégories d'acteurs qui, pour la plupart, n'écrivaient pas, qui voulaient passer inaperçus parce qu'ils étaient dans des pratiques de braconnage, de chasse illégale, et donc qui, comme beaucoup d'autres vaincus de l'histoire, enfin on va peut-être discuter pendant cette journée de la légitimité, enfin de l'intérêt de cette appellation pour ce type d'histoire, mais en tous les cas, donc des gens qui ont l'habitude de ne pas laisser de traces, à la fois parce qu'ils n'en ont pas les moyens et parce qu'ils ne veulent pas. Alors là, moi, j'ai repensé à ce problème classique qui se pose et qui s'est posé à beaucoup d'autres historiens, d'entendre ces voix du bas, d'entendre ces voix de gens qui n'ont pas laissé de traces ou n'ont pas voulu. J'ai, moi aussi, pensé au Menocchio de Carlo Ginzburg, dont Ginzburg fait la rencontre dans des archives de la justice. On peut penser à d'autres exemples bien connus, comme la rencontre fortuite avec Herculine Barbin par Foucault, qui va donner le livre La vie, qui va être un des matériaux de la vie des hommes infâmes. Et en fait, j'ai l'impression que Jacobi va se livrer à ce même type de démarche dans les archives nationales américaines, donc essayer de retrouver les archives judiciaires ou les archives qui vont dans lesquelles donc la répression de ces différentes catégories va être mise en évidence. Alors, il y a un moment, on comprend qu'il trouve un dossier, il a cette chance-là, dans les archives du parc de Yellowstone, qui est intitulé « Poaching ». Donc, poaching, c'est le braconnage. Et donc là, on pense qu'il y a un véritable boulevard qui va s'ouvrir à lui de sources. Et puis, en fait, on voit qu'il y a peu de choses. Donc moi, j'ai du mal à comprendre comment, à la lecture, même j'ai regardé attentivement les notes, à partir de quoi cette histoire va être racontée. On voit donc comment les archives judiciaires vont être utilisées, des rapports d'enquête qui vont citer longuement certains des braconneurs ou certains des personnes qui ont fait ces chasses illégales ou ont utiliser le bois, et après l'avoir abattu sauvagement. En fait, il me semble qu'il y a un peu un artifice narratif dans cette construction, dans laquelle on voit que certains passages d'archives prennent beaucoup de place, et il y a comme une compensation au manque de sources dans le place qui va être consacrée à chacune des pépites qui sont trouvées en quantité limitée. Il y a aussi d'autres sources qui m'ont semblé vraiment tout à fait passionnantes. Les journaux de certains chasseurs, des poèmes, et puis aussi une source qui pour moi était complètement inconnue, c'était les journaux des scouts indiens. Alors les scouts indiens, ils sont du côté, pour faire simple, de la répression, puisqu'en fait ils aident l'État fédéral à mettre en œuvre les lois qu'ils ont appliquées. Mais là, on trouve encore des sources des très larges, très importantes, et c'est la
quasiment la seule fois, à l'exception de cette lettre que j'ai citée tout à l'heure, adressée au secrétaire de l'Intérieur, où on entend une voix indienne. Et j'aimerais peut-être insister, hein, même si je ne suis pas spécialiste de l'histoire indienne du tout, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de cette histoire, à quel point il est difficile de s'approcher de ces sources. Hein, il y a beaucoup de mémoires qui existent de chefs indiens, mais ces mémoires, en général, sont passées par un double prisme, un double média. Il y a d'abord l'intermédiaire de l'interprète, et puis ensuite l'intermédiaire de la personne qui va écrire. Donc ces histoires dont les historiens disposent sont des histoires dont on se réjouit de les avoir, mais qui sont doublement médiées. C'est ce qu'on voit par exemple très bien dans la biographie qui vient d'être publiée là, par Anna Karsis, la biographie de Black Hawk. Là, il y a un intermédiaire seulement, donc on se réjouit. Dans la biographie de Geronimo aussi. Voilà, et on retrouve ce type de problème dans ce travail que fait Jacobi. Et pour moi, c'est quelque chose de... Cette difficulté, elle est d'autant plus importante que, en fait, Jacobi réalise dans ce livre un rapprochement qui me semble, encore une fois, même si je ne suis pas spécialiste d'histoire indienne, mais vraiment novateur dans le rapprochement qu'il effectue entre les Indiens, l'histoire des Indiens et l'histoire, pour faire simple, l'histoire des Blancs, l'histoire des colons, l'histoire de cette working class. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres livres qui rapprochent autant et qui montrent autant ce qu'il y a pu avoir de commun entre ces deux groupes. Et ce rapprochement, il est effectué à l'initiative de ces sources gouvernementales, de ces sources qui sont largement répressives, qui vont donc l'amener à rapprocher deux groupes. D'un côté, les Blancs, colons pour la plupart, qui sont défenseurs d'un rapport à l'espace... à la nature, fondée sur le droit d'usage, donc qui sont des citoyens américains blancs qui ont eu le droit d'acquérir un homestead et qui vont, à partir de cette parcelle, essayer de faire valoir des droits d'usage sur la nature qui les entoure. Donc d'une part, ces blancs, et puis de l'autre, des non-citoyens indiens qui sont quand même toujours considérés à cette période comme des ennemis à réduire et à immobiliser dans les réserves. Donc moi je trouve ça vraiment surprenant, formidable aussi pour décloisonner ces deux histoires, qu'on puisse à ce point imaginer qu'on puisse mêler dans les mêmes chapitres, l'analyse de ces deux groupes, de la pratique à l'égard de la nature de ces deux groupes, vue sous l'angle de la répression. Et on voit bien que les sources gouvernementales, les sources parlementaires aussi, je n'ai pas parlé des rapports du Congrès, utilisent le même type d'expression pour désigner ces deux groupes. Ils vont parler de squatters, aussi bien pour les colons de l'Adirondacks que pour les Havasupai du Grand Canyon, parce qu'ils sont tous les deux considérés comme agissant de manière destructive et menaçante pour l'environnement. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très revigorant, très nouveau d'écrire cette histoire tenant à part égale donc les homesteaders contestataires d'un côté et puis les Native Indians, ainsi traversant la frontière, je reprends un des traits caractéristiques qu'on a déjà identifiés comme faisant partie du style de Jacobi, mais aussi une de ses intentions épistémologiques, donc détruire, en tous les cas contester, non pas de manière frontale, mais à partir de sa lecture des archives, les frontières qui peuvent être établies entre les groupes, ici, frontières blancs, non blancs, et c'est intéressant qu'il ne s'agisse pas des Noirs cette fois-là, comme c'est le cas dans la biographie de Ellis, frontières entre les groupes de citoyens et de non-citoyens. Et là, on voit comment c'est l'écoute des sources, un peu dans la même démarche de celle qu'il avait adoptée en écoutant la voix du Captain Jim au début. C'est les sources qui vont l'amener à lever cette frontière qui est quand même très, très prégnante dans l'historiographie. Alors, même si moi, je me suis profondément réjouie de la levée de cette frontière ou de la porosité qui est montrée de cette frontière,
je me suis dit que quand même, j'aurais aimé que sur certains points, les différences de situation entre ces deux groupes ou de leur rapport à la nature soient davantage explicitées. Il me semble d'abord que le rapport à la nature et l'usage de cette nature a une temporalité et une profondeur historique très différentes dans les deux cas. Pour faire simple, je reconstitue la frontière entre blancs et non-blancs, entre indiens et white settlers. Les blancs, dont il est question, ce sont des colons qui sont arrivés récemment. Donc, sur ces lieux, donc, quand ils font valoir un droit d'usage, ils font pas valoir un droit d'usage qui est récent, alors que, dans le cas des Indiens, et on voit d'ailleurs, notamment dans la lettre de Captain Jim, comment il va mobiliser une histoire très ancienne, qui relève vraiment du mythe des origines, pour justifier la pratique et le respect qu'ils ont de la nature. Et sur ce point, je dirais que j'étais surprise qu'il n'y ait pas d'historicisation de cet usage de la nature. C'est comme s'il avait été là pour toujours, et on ne sait pas très bien à partir de quand. Bon, cette histoire des indiennes, elle est difficile à raconter, mais peut-être qu'il aurait été intéressant de ne pas s'en tenir non plus à ce mythe. Et puis, surtout, différence fondamentale sur laquelle Jacobi... dont qu'il ne passe bien évidemment pas sous silence, et on le voit notamment en lisant le livre suivant, Shadows at Dawn. Donc cette différence fondamentale entre les deux groupes, c'est bien évidemment que dans le cas des Indiens, la politique répressive, c'est une des modalités de soumission des Indiens à l'ordre colonial. Il ne s'agit pas seulement de les empêcher à utiliser, comme ils avaient l'habitude de le faire, les ressources naturelles de leur territoire. Il s'agit aussi de les assigner, les fixer à un territoire, les forcer au sédentarisme, à la culture des terres. Autant de choses qui sont connues, bien évidemment, par établi de longue date par la bibliographie, mais qui tendent un peu à disparaître dans ce rapprochement, j'ai trouvé, entre ces deux groupes au sein d'un même livre. Même si, encore une fois, je le répète, je pense que c'est extrêmement utile, que c'est extrêmement sain aussi, à un moment où, aux États-Unis, mais en France aussi, on voit comment... les catégories identitaires ont tendance à refermer les histoires des différents groupes sur elles-mêmes. Donc, c'était pour moi le premier choc à cette lecture. Il y a un deuxième point dont j'aimerais parler, qui est probablement pas du tout ce sur quoi Jacobi imaginait intervenir, mais qui est un sujet sur lequel moi j'ai un peu travaillé et qui m'a amené à regarder le livre, à lire ce livre sous cet axe-là, c'est celui des modalités de la présence de l'État dans ce pays, qui est à partir de la reconstruction, en gros, et encore en train d'asseoir son autorité sur son territoire. Donc c'est pas le propos de Jacobi dans ce livre de prendre position dans un débat sur la nature de l'État, mais il prend position et il cite un certain nombre des travaux de Skowronek, de Bill Novak, donc qui sont des gens qui ont réintroduit l'histoire de l'État et qui ont cherché à complexifier l'analyse qui était faite traditionnellement du weak state American, dont ce prétendu État faible. Alors, dans Crimes Against Nature, moi j'ai été frappée par un contraste entre la force des lois, la force de la modalité d'intervention nouvelle de l'État fédéral, donc qui est évidemment ici en lien avec l'élargissement de la conception de son rôle après la guerre de sécession. Donc on voit... à propos du conservationnisme, le même genre de rationalité
que l'on voit dans le déploiement de nouveaux corps, dans la lutte contre la corruption, la prise de contrôle de fonctions qui étaient jusque-là assurées par les municipalités ou par des citoyens, par la création d'agences fédérales. On est dans cette même logique d'expansion de l'État fédéral, et donc de présence, croissance de l'État. On peut penser aussi au développement de US Postal Service à cette époque-là. Mais ce qui frappe dans cette histoire, c'est la difficulté qu'a l'État à mettre en œuvre les lois adoptées par le Congrès. Et l'image qui me paraît la plus marquante de cette difficulté, c'est ces fameux monuments de pierre que les représentants de l'État vont chercher à positionner autour des futures marques des parcs pour en délimiter et pour en fixer définitivement les positions. Or, ces monuments, stone monuments, hein, ces échafaudages de pierre, ils sont défaits, ils sont déplacés. Et pour moi, c'est vraiment une métaphore de la difficulté qu'a l'État à exister spatialement, à imposer sa marque. Et en passant, on voit quand même l'écho que cette perméabilité des frontières des parcs naturels peut avoir avec celle des frontières nationales qui sont en train d'être fixées plus au sud à l'époque. Et la difficulté de l'État à fixer à la fois les limites de sa souveraineté sur la nature, mais également à imposer le respect des règles, va l'amener à solliciter l'armée. Et ça, c'est un passage que j'ai trouvé vraiment très intéressant du livre, lorsqu'on voit comment, à défaut d'avoir une administration prête et un corps prêt à mettre en œuvre ces règles, c'est la seule institution étatique qui, à l'époque, armée, littéralement, mais aussi fonctionnellement, bureaucratiquement, pour mettre en œuvre cette présence de l'État qui va être sollicitée. Je rappelle que depuis la guerre de sécession, l'armée a assuré des fonctions d'occupation dans le sud, des fonctions de police, des fonctions de contrôle des territoires frontaliers, et puis aussi la lutte contre les Indiens. Donc en quelque sorte, il y a une cohérence à ce que ce soit elle qu'on sollicite pour veiller à la mise en œuvre des lois de conservation, qui est ici vraiment assimilée à une intervention pour la protection de l'intégrité du territoire fédéral. J'ai trouvé très intéressant ce parallélisme. Et à nouveau, comme lors de la guerre de sécession, et ça je pense qu'il faut bien l'avoir en tête, l'armée va pouvoir se retourner contre des ennemis intérieurs qui sont des citoyens. C'est quelque chose qu'on voit apparaître dans les sources, de la part des poachers, des squatters, etc. Mais comment l'armée peut-elle se retourner contre nous qui sommes citoyens ? Eh bien, l'armée, elle a déjà, quelques dizaines d'années auparavant, imposé la loi fédérale aux États du Sud. La différence là, et moi ça m'a particulièrement frappée, c'est de voir que sont sollicités pour la mise en œuvre de ces règles contre des citoyens américains, également des Indiens. Il est très intéressant de voir que cette armée américaine a intégré des scouts indiens. J'ai parlé de l'un d'entre eux tout à l'heure. Scouts indiens qui étaient plutôt utilisés jusqu'à présent pour les guerres indiennes, donc comme pour faciliter la traque des Indiens. Eh bien, certains de ces Indiens se retrouvent à mettre en œuvre, à veiller à la mise en œuvre des règles de conservation, donc non seulement contre d'autres tribus indiennes dont ils pourraient comprendre l'usage de la nature, mais aussi donc à se retrouver à mettre en œuvre des mesures de traque et d'arrestation de citoyens américains, de citoyens blancs. Alors pour moi, c'est une première. J'ai jamais vu ça dans l'histoire, dans les sources. Alors, je serais contente d'entendre mes collègues 19e sur ce point-là. Mais pour moi, c'était à nouveau une déconstruction par la bande, from the side, de ces catégories ethno-raciales que l'historiographie
que aussi, j'ai envie peut-être de terminer là-dessus, qu'un certain état d'esprit dans l'université américaine, mais aussi de plus en plus dans l'université française, j'enseigne à Paris 8, où ça commence à être un peu la police politique, où cette déconstruction des catégories, en particulier sur des catégories ethno-raciales, est quelque chose qui est de plus en plus difficilement pratiqué. Donc je pense que c'est un des grands mérites de ce livre, d'y amener subtilement par la narration à partir des sources. Je vais tout d'abord vraiment remercier les organisateurs de m'avoir fait découvrir en fait le travail de Carl Jacobi et ce livre-là en particulier, parce qu'en tant que politiste n'ayant jamais travaillé sur les États-Unis, ce livre d'historien sur les parcs et la conservation n'était pas vraiment dans mon radar, et pourtant je me suis sentie très vite en terrain familier, et j'essaie de m'en expliquer un petit peu, et plus la lecture avançait, plus ça me paraissait évident. Alors le fait d'avoir un peu réfléchi à la notion d'économie morale et à ses tribulations via les historiens sociaux britanniques, leur adaptation sur des terrains africains l'explique en partie, et j'y reviendrai un petit peu. Ce qu'il explique aussi, c'est qu'au moment où Benoît m'a parlé de ça, j'étais en train de travailler à un papier de survey, pas de recherche directe, mais de survey sur la question des politiques de l'environnement en Afrique. Et travailler sur les politiques de l'environnement en Afrique, c'est travailler en fait majoritairement sur les politiques de la conservation en Afrique. Et j'y reviendrai, leur très forte histoire coercitive. Et donc tout d'un coup, j'ai retrouvé des choses de façon tout à fait sidérante. Et par ailleurs, il se trouve que j'ai la chance de diriger 2 thèses qui m'apprennent beaucoup, l'une sur des plantations au Cameroun et l'autre sur des questions de foncier en Éthiopie, ce qui fait que depuis quelques années, je lis beaucoup sur les paysanneries africaines et sur la question du contrôle étatique, et qu'en permanence, évidemment, quand on est en études africaines, on discute avec Scott, Ferguson, Thompson et leurs tribulations au sud. Du coup, voilà, je voudrais revenir à la fois sur ce que fait le livre de façon... Je ne me limiterai pas à dire « Ah, ça ressemble à l'Afrique », parce que ça ne fait pas que ressembler à l'Afrique. Des fois, au contraire, c'est très différent ce qui se passe. Mais je voudrais aussi insister sur cette façon de faire des sciences sociales qui, quand même, donnent espoir dans ce que c'est que l'unité des sciences sociales, telle on essaie de la défendre à Genèse, mais pas qu'à Genèse. Il me semble qu'il y a des choses très frappantes dans cette façon de travailler, et en effet d'écouter avec un grain très fin, ça a été dit, des voix alternatives, et même la construction du livre, le fait de faire fonctionner ce qui n'est pas totalement revendiqué comme une comparaison, ou si ça l'est, c'est typiquement ce que Jean-François Bayard dit de la comparaison, en reprenant Venn, comparer pour spécifier plutôt que comparer pour généraliser, et notamment pour montrer des nuances très fines. En gros, on a le dispositif qui est Adirondacks, donc pas loin de New York, nord-est, versus Yellowstone, qui est le modèle qui va circuler internationalement de conservation, versus Grand Canyon, sud-ouest, et ce qui permet d'introduire, je trouve, des variations très très fines, d'abord parce que l'environnement n'est pas le même, c'est tout bête, mais du coup ça change énormément de choses, que les populations qui sont là ne sont pas les mêmes, qu'on a des populations, notamment des white lower classes, working classes, dans les Adirondacks, qui ont quand même un peu plus d'autochtonie par rapport à des modèles qui sont davantage des modèles de colons et de settlers ou de braconneurs, de braconniers opportunistes. Et donc la comparaison des 3 parcs est extrêmement efficace. Elle permet, dans le cas des Adirondacks, de montrer que les frontières ne sont pas toujours de race, mais parfois plus de classe. Elle permet de montrer et d'insister plus sur la militarisation de la conservation dans le cas de Yellowstone, et elle permet de montrer aussi ce que c'est que l'enfermement d'une population indienne dans une réserve, dans le cas du Grand Canyon, qui va se retrouver cernée en fait par du parc national, dont les frontières vont être de plus en plus durcies, ce qui fait qu'on peut de moins en moins aller chasser en dehors de la réserve ou poursuivre une bête qui sort de la réserve. Et donc même le dispositif de construction, je trouve, est extrêmement efficace pour pas prétendre à de la généralisation, une seule narration qui serait l'imposition d'une fixation de frontières très nette et avec un même traitement des populations. Et donc, je trouve que cette finesse-là, elle doit être vraiment rappelée. Après, bon, effectivement, la thèse du livre, c'est
c'est bien sûr de montrer aussi ce que cette wilderness, elle dit d'une façon de penser la nation et la construction nationale et le déploiement de l'État aux États-Unis. Et ça a été rappelé, hein, il y a une place très importante de donc cette lettre du fameux Captain Jim. Alors, je reviens un petit peu sur cette lettre du Captain Jim, parce que c'est pas seulement un récit de déploration, c'est un récit aussi qui dit quelque chose de bien spécifique, et c'est ça qui est important. Première partie de la lettre, c'est en gros, avant on pouvait chasser, avant on vivait de telle et telle façon, etc. Mais des changements se sont produits. Now the Indians are all afraid about the hunting and never go far away. I want you to send me a hunting license and tell me good and straight that I may hunt deer. Et donc ce que demande Captain Jim, c'est qu'on lui donne un permis de chasse. Et c'est ça qui est frappant. C'est pas seulement un récit de déploration, mais de comment on va essayer aussi de continuer à être un peu ce qu'on était, mais sous l'aile, et sous l'aile pas forcément bienveillante, de l'État. Donc, un dispositif extrêmement riche. Et la chose qui m'a paru sidérante à la lecture, c'est effectivement les affinités de cette histoire de la conversation avec l'histoire coloniale en Afrique, de la conservation. Jacobi le dit lui-même, de toute façon, page 183. Il dit, finalement, la conservation au Grand Canyon, en particulier, c'est le modèle le plus verticalement colonial, ressemblait le plus au régime de conservation que les Britanniques et les autres pouvoirs européens imposaient en Afrique et en Asie, une affirmation unilatérale de l'autorité de l'État sur une population indigène sans pouvoir, parce qu'en particulier, il y avait peu d'intermédiaires. Ce qui est un petit peu différent quand même de ce qui se passe dans les Adirondacks et même à Yellowstone. Alors en effet, pour vous donner un exemple tout récent, il y a quelques années, le WWF a été mis en cause par une plainte devant l'OCDE, car des employés locaux du WWF avaient été accusés par l'ONG Survival, qui est une ONG de défense de populations indigènes, d'avoir tué des Bakas, qu'on appelait avant des pygmées, pour braconnage. Et donc on retrouve, ça c'est un truc très classique, on retrouve ces pratiques extrêmement coercitives, que ce soit par des sous-traitants du monde des ONG sur programmes internationaux, ou si l'on regarde de toute façon tout ce que c'est que l'histoire de la conservation sur le continent africain, qui a toujours été, qui a été majoritairement mise en place sur un régime de coercition, avec une histoire longue, bien documentée. La majorité de la littérature, c'est sur ça. Une conservation qui a d'abord été pensée comme permettant de sécuriser des zones de chasse pour les Big Five, les cinq animaux importants et gros, éléphants, lions, etc. Avec donc une coercition, puisqu'il s'agit, comme dans le cas états-unien, de protéger la wilderness, d'abord par des réserves de chasse, puis par des parcs nationaux, et ceci contre des populations qui sont présentées comme des incompétents environnementaux et de dangereux braconniers. Incompétents environnementaux, on le retrouve dans plein de choses. La colonisation sera justifiée d'ailleurs à partir de ça, parce que c'est ce qui permet en plus en disant que les colonisés sont incapables de s'occuper de leurs terres, c'est ce qui permet évidemment de prendre les meilleures terres pour bien les exploiter. Diana Davis, par exemple, qui est une historienne qui a travaillé sur la colonisation d'Algérie, montre bien comment le récit standard du début du 19e, c'est quand même ces Arabes qui ont foutu en l'air le grenier à blé de Rome. Et donc, même les représentations romantiques avec des ruines au milieu du désert et 2-3 moutons qui se baladent, c'est regarder comme ils sont prédateurs quand même. Il est temps qu'on aille s'occuper de toutes ces terres. Et donc ça, c'est vraiment un trope absolument central et qui s'est poursuivi après les décolonisations. C'est-à-dire que le modèle majoritaire quand même de la conservation sur le continent africain, c'est un modèle militarisé. On retrouve ça dans les travaux de Roderick Neumann sur l'autorisation de tirer sur les braconniers. Et on revient justement sur l'importance peut-être de déplier ce que braconnier, ça veut dire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un braconnier ? C'est souvent en fait quelqu'un qui va être catégorisé comme pratiquant de façon déviante ce qu'il pratiquait bien souvent auparavant. Même si, et on voit très bien comment un auteur moins fin, je pense, aurait pu complètement aplatir. Jacobi ne dit pas que toutes les formes de braconnage s'équivalent, au contraire. Et là encore, la comparaison entre les trois parcs permet bien de montrer qu'il y a aussi bien du braconnage opportuniste, de gens qui savent que c'est interdit, qu'il y a une demande pour les trophées,
La couverture, c'est ça, c'est une saisie de têtes de bison qui ont été massacrées pour aller juste vendre la tête comme trophée, puis on laisse la viande pourrir sur place. Et que sous le même terme de braconnage, exactement comme aujourd'hui en Afrique, on va appeler des gens des braconniers, et vous aurez aussi bien des gens qui voudront vendre à des amateurs étrangers de cornes de rhinocéros ou quoi que ce soit, une partie de l'animal en laissant pourrir le reste, mais vous pourrez aussi bien avoir désigné comme braconnage ce qui était en fait quelques dizaines auparavant une pratique de chasse légitime, mais qui se trouve être labellisée comme interdite sur un territoire désormais protégé. Et donc chez Anderson, chez Grove, chez Davis ou chez plein d'autres, toute cette histoire-là de la coercition, de la conservation coercitive, elle est absolument centrale. On pourrait poursuivre les parallèles. Jacoby parle à un moment du fait que les Indiens de Havasupai, je crois que c'est eux, se mettent beaucoup à pratiquer cette ghost dance qui appartient à ce mouvement très millénariste qui est de dire qu'à la fois les morts vont revenir et que même ceux qui meurent seront sauvés et ressuscités. Ce type de culte millénariste chez des populations à qui on inflige oppression, déréliction, on en retrouve énormément de cas aussi au début du XXe siècle sur le continent africain. Donc je trouve assez fascinant de voir ces parallélismes et ces formes de rapport au foncier et qui montrent aussi comment des populations vont se retrouver affectées parce que, évidemment, les habitants de la nature ont rarement les qualités attendues de la nature. C'est tout le paradoxe des politiques de conservation et ils sont marqués parce que Jacoby appelle, en reprenant des termes de ses sources, une stubborn backwardness, une arriération butée. Ils ne se comportent pas comme il faut avec les arbres, avec les bêtes, avec les façons de planter, etc. Alors, au-delà même de ces affinités entre plusieurs façons de penser la conservation sur plusieurs territoires, une des choses aussi que je trouve très impressionnante dans le travail de Jacoby, c'est que c'est finalement une attention à la matérialité des choses qui ne soient pas entièrement matérialistes, mais c'est en même temps un retour extraordinaire à une façon fine de regarder quand on parle du bois, de quel bois on parle, quand on parle du gibier, de quel bois on parle, quand on parle des plantes, de quelles plantes on parle, avec les noms en latin, entre parenthèses et tout. Voilà, parce que ce dont on parle sur ce que c'est que les usages légitimes de la nature, c'est-à-dire en fait du bois, du gibier, des plantes, c'est de comment on habite, comment on mange et comment on trouve une source d'énergie. Et ça me faisait penser, toute proportion gardée, au travail de Timothy Mitchell, vous savez, sur affinité entre types d'énergie et comment la matérialité d'une énergie, pétrole versus nucléaire versus charbon, ça a des effets sur la façon dont on l'exploite, dont on peut l'exploiter, et sur les déplacements d'une population. Il y a par exemple des choses très fines sur le fait que le bouleau, vous savez, le bouleau est un bois qui étant très aéré, et bien pour amorcer un feu, mais certainement pas pour se chauffer quand vous avez froid. Et donc, typiquement, il dit bien que les Indiens de Havasupai, quand ils sont au fond du Grand Canyon, il y a plus du boulot, mais que en hiver, et quand ça caille, il vaut mieux aller utiliser les pins et des résineux et des arbres plus denses qui sont mieux pour se chauffer. Et là encore, on se dit, oui, enfin, des gens qui font attention à ce que ces matérialités disent et contraignent sur les pratiques des acteurs, ou sur comment, du coup, ils peuvent se replier. Comment les Indiens de Havasupai, à un moment où on leur permet plus la migration saisonnière, qui est, on passe l'été au fond du canyon, on plante certains types de céréales pendant toute la partie été, mais l'hiver, on monte sur le plateau de la Mesa et on va plutôt faire de la chasse. Et comment ce rythme-là, qui était effectivement la façon de pratiquer des migrations, va être complètement perturbé par le resserrement des frontières du parc sur les gens de Havasupai. Et donc cette attention-là, très fine sur les pratiques de chasse, comment les gens de Havasupai, à un moment, vont essayer un peu d'élever du bétail quand on leur dit qu'il ne faut plus chasser et quand on les laisse moins chasser. Sauf que élever du bétail, ça veut dire que vous augmentez la pression sur une partie de votre écosystème, vous augmentez la compétition sur l'accès à l'eau, et donc il me semble qu'elle a le meilleur de ce que peut être effectivement une histoire environnementale et pour laquelle l'environnement ne veut pas dire qu'on néglige son encastrement social, c'est de voir ce que change en effet telle pratique, qu'est-ce que c'est que se replier sur du petit gibier quand on pratiquait plutôt du gros. De la même façon qu'il y a aussi tout un ensemble de développement dans la partie sur les Adirondacks, sur qu'est-ce que c'est que les pratiques considérées comme
plus ou moins légitimes selon qui les pratique, et où c'est rarement les locaux, par exemple, qui ont les pratiques de braconnage les plus douteuses, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de chasser de nuit avec des lampes qui aveuglent les bêtes, par rapport aux gens qui viennent de la ville et qui veulent faire des cartons, et où c'est des locaux qui disent « mais enfin, on tue pas les oiseaux comme ça pour n'importe quoi, c'est pour manger de tuer les bêtes ». Et à chaque fois, Jacobi, je trouve, restitue tout un ensemble de clivages, de débats internes au sein des groupes, au sein des gens, montrant qu'il n'y a pas unanimité, aussi parce qu'on est dans des périodes de changement social, et que l'avènement de ces 3 parcs, à chaque fois, nous montre les tensions et les rapports de classe qui se transforment au sein de ces groupes. Il nous montre ces transformations des rapports de classe, qui s'enrichit par exemple par l'accès au cash. Là encore, des choses très troublantes sur qu'est-ce que c'est que l'insertion dans les circuits du salariat et du cash, quand en gros, c'est des choses qui parleront beaucoup aux africanistes aussi, quand en gros on salarie un petit peu les gens pour leur autochtonie et leur authenticité en échange du fait qu'ils renoncent à la chasse. Mais en échange, il y aura quelques jobs d'éclaireurs, de gardes forestiers, de gardes-chasse, de gardes de bétail, ce qui expose d'ailleurs ces personnes locales à des reproches et des critiques au sein de leur propre monde, puisqu'ils se trouvent souvent pris un peu entre le marteau et l'enclume, et qui sont tenus à l'œil par leur propre groupe d'appartenance. Et donc il y a une façon de jamais désencastrer la chasse, les pratiques de rapport à la nature, du monde social, de montrer aussi ce que sont les formes de résistance, que ce soit par la destruction de certains monuments, par des façons effectivement de tellement bien maîtriser la nature que même certains braconniers se vantent en disant « oui, mais moi c'est parce que je suis drôlement bon, je connais très très bien la forêt, donc voilà, j'ai été malin pour me repérer ». Donc il montre aussi quel type de qualité locale incarner le braconnage par exemple. Donc vraiment une attention aux matérialités que je trouve elle aussi fascinante, et puis évidemment une façon de renouer avec une histoire sociale attentive aux subalternes, attentive aussi à l'imbrication. Je ne pense pas avoir vu le mot intersectionnalité, mais pour le coup je trouve que c'est vraiment un travail intersectionnel, attentive à l'imbrication effectivement des rapports de race, de classe et de genre. Il y a par exemple des développements de Jacobi sur le rapport aux masculinités, et au type de performance masculine qui s'incarne dans certaines façons de chasser, d'être courageux, etc. L'évolution des rapports de classe, j'en ai parlé, et il montre bien que, par exemple, dans le cas, alors je ne sais plus si c'est Yellowstone ou Adirondacks, je pense que c'est Yellowstone, comment dans certains cas, les Indiens et les Blancs sont mis dans le même sac. Comme de toute façon ces locaux un peu douteux dont il faut se méfier parce qu'ils seraient trop prédateurs à l'égard de la nature. Donc on voit aussi assez finement comment bougent ces choses. Et donc évidemment on se retrouve aussi dans une sociologie qui est très attentive au mode de production. À un moment on se dit tiens c'est rigolo, il cite pas Meyasu, mais enfin voilà. Le fait d'avoir intitulé un chapitre mode de production et de braconnage était, je trouve, particulièrement bienvenue. Et donc, voilà, comment renouer avec une histoire sociale attentive à ses subalternes ? Il le fait, il le dit bien, que James Scott avait supervisé, avait suivi une partie de ses travaux. Il le fait en revisitant, en effet, cette référence aux économies morales. Alors, là aussi, avec cette prudence que n'ont pas tous les praticiens du terme économie morale, cette prudence qui consiste à dire que économie morale, c'est quoi ? C'est ce qu'il fait, c'est un programme de recherche sur ce que sont les pactes tacites, les façons de stabiliser, des façons de faire. Il y a tout un développement extrêmement intéressant sur le fait que on est dans une société où, bien sûr, l'usufruit, la coutume, ça ne peut pas avoir une telle profondeur historique par rapport à ce que seraient des commons ou des façons très instituées au cours de l'histoire d'avoir un rapport à la nature, par exemple en Grande-Bretagne. Mais il montre bien ce que sont chez ces populations, ce que c'est que le sentiment qu'on pouvait faire certaines choses, qu'il y avait des façons de tolérer un certain type de rapport à la nature, et que c'est tout ça qui est en train de basculer. Et donc, ce basculement d'un monde vers des choses qui ne vont plus de soi,
Je trouve très finement traité. De montrer aussi que des politiques qui apparemment devaient être des politiques race blind, puisque la règle était la même pour tout le monde, vont frapper de plein fouet les populations qui avaient évidemment un moindre rapport au droit, à la chose écrite, à la négociation avec les autorités, donc évidemment plutôt les Indiens. Et ce qui montre aussi, je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit, c'est comment c'est une façon aussi d'analyser le développement de l'emprise de l'État, et l'emprise éventuellement incomplète, parfois un petit peu négociée, mais néanmoins de plus en plus militarisée également, de l'État sur la population. Donc, voilà. Deux, trois choses, en tout cas, qui me frappaient beaucoup dans ce livre, et pourquoi ça a été un tel plaisir. Il y aurait plein de choses à dire aussi sur la sociologie des petits intermédiaires, mais on y a fait allusion, les éclaireurs, ces gens qui ont des allégeances, un petit peu compliquées. Mais voilà, c'est un peu un modèle de comment il faudrait faire des sciences sociales, qu'on les appelle histoire ou autre chose. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas faire trop de redites, même si je pense plutôt enfoncer certains clous que vous avez commencé à mettre en exergue. Alors déjà, évidemment, un grand merci à Benoît et à Paul. D'une part, ça a été un bonheur de lecture. Ça a déjà été dit, mais il faut le redire, et je vais un petit peu développer quand même. Pourquoi ? Et puis, d'autre part, dans ma trajectoire intellectuelle, c'est un ressort qui arrive vraiment à un point nommé. C'est un moment charnière, ce qui m'obligera un petit peu à parler de mes recherches, mais pas trop, je vous rassure. Alors, je vais essayer de tenir en 3 points. Le premier a à voir avec la méthode et l'empirisme de Carl Jacobi. Et après, je ferai 2 parallèles. Le premier entre histoire et ethnographie, et le second sera sur la thématique environnementale. Alors, en discutant avec Paul la semaine dernière par téléphone, on se disait en fait que, alors, du coup, il n'a pas pu faire sa petite introduction, donc du coup, je vais quand même dire un mot de ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'on était tous les deux assez fascinés par la manière d'écrire de Carl Jacobi. Et Paul avait ce mot, c'est à la fois une théorisation discrète et une réflexivité silencieuse. Il nous dit, dans cet ouvrage-là, je ne sais pas s'il dit j'ai pas fait attention, mais on ne le voit pas, on ne voit pas Carl Jacobi. Et pourtant, on mesure tout ce qu'il a fallu comme réflexivité pour en arriver là. Et sur la théorisation discrète, donc le bouquin est très rapidement, dans l'introduction, dans l'avant-propos, on voit qu'on va parler d'écologie morale. Donc il invente un mot comme ça, il fait un néologisme, en reprenant bien sûr l'économie morale en la renvoyant à Thomson. Mais voilà, il n'en fait pas des tartines, quoi. Il le dit parce que ça va être l'objet, c'est une manière, comme le disait ce matin Patrick Boucheron, d'importer, de passer une frontière et d'importer aux États-Unis des choses qui ont été faites ailleurs. Alors, peut-être pour insister sur plusieurs points quand même, sur l'originalité du coup de cette théorisation discrète. D'une part, le titre, Crimes Against Nature, c'est une référence implicite aux crimes contre l'humanité. Et du coup, on se pose beaucoup de questions sur quels sont ces crimes, de quelle nature on parle, de quoi. Et en fait, alors ça peut être à la fois le point de départ, c'est-à-dire cette criminalisation des classes populaires, indiennes, blanches, etc., quand les conservationnistes arrivent. Ils ont regardé comme ils font mal les choses, comme ils détruisent la nature, etc. Mais ça peut être aussi ces conservationnistes eux-mêmes, peut-être même surtout, puisque en fait, c'est eux qui apparaissent coupables d'une part de mépriser des populations qui leur préexistent sur le territoire, j'y reviendrai, et donc de ne pas voir la dimension raisonnée de leur pratique. Alors j'ai essayé de retrouver tout de suite, je n'ai pas retrouvé, mais très rapidement dans l'ouvrage, il me semble qu'il y a une allusion au caractère raisonné des pratiques des populations qui sont sur place, qui ne vont prélever que ce dont elles ont besoin, parce qu'elles connaissent, et elles ont besoin de cette nature qui les entoure. C'est une évidence qui va structurer l'ouvrage. Autre théorisation discrète, c'est le mouvement d'ensemble. On commence dans les Adirondacks, on arrive dans le Grand Canyon en passant par Yellowstone, donc on va en gros d'est en ouest, donc c'est au rythme de la conquête
américaine, et comme la conquête de l'État américain, et comme le relevait Pauline, d'une étatisation d'un territoire naturel, considéré comme vierge. C'est aussi, j'y reviendrai, un empirisme qui va questionner les conséquences de la mise en place de politiques publiques environnementales par en bas. Donc ça, c'est revendiqué dans l'avant-propos, mais qui a un grand avantage qui est d'éviter d'importer des grilles de lecture préexistantes. Et en fait, je le dirai rapidement tout à l'heure, mais en lisant Crimes Against Nature, en tant que chercheur INRA, c'est un bonheur, parce qu'on parle tout le temps du monde naturel, du monde rural, mais on ne parle jamais d'agriculteurs. C'est cette catégorisation qui oriente des recherches dans un certain institut qui revendique des recherches finalisées, et donc il faut être utile au monde social, et donc voilà. Je n'insisterai pas sur la question. Alors, qu'est-ce qui fait le centre de l'ouvrage? Alors, ça a été déjà dit, mais il me semble quand même que c'est la relation à la nature des populations préexistantes, aussi de celles qui arrivent, les conservationnistes, les gardes forestiers, etc., qui arrivent et qui sont aussi décrits, c'est un truc important. Mais il me semble que c'est en fait la question du braconnage. Braconnage au sens très large du terme, c'est-à-dire braconner à la fois la faune et la flore, utiliser du bois de chauffage, etc., faire des feux quand on est indien et que c'est utile pour les cultures de l'année suivante, etc. Page 122, je traduis, c'est le braconnage prolifique de Yellowstone qui a défini la relation entre responsables du parc et la population locale. Et là, on a quelque chose qui est très intéressant, qui est que, en fait, ce sera mon second point, non, pardon, le troisième, je ne sais plus, enfin, je leur dirai. Mais c'est le fait que la relation à la nature, elle est pensée en fonction de différents types de populations et de sous-groupes. Et donc, du coup, c'est le relationnel, c'est les relations de pouvoir entre les uns et les autres qui vont définir la relation à la nature. Et au final, sur cette théorisation, il me semble que Jacobi met le doigt sur ce qui se met en place, c'est-à-dire la frontière. On l'a déjà dit tout à l'heure. Ici, ça va plutôt être les barbelés qui vont se mettre en place, notamment dans les Adirondacks, quand il y a beaucoup de guerres entre sous-groupes, entre chasse privée, etc. Et donc certains vont vouloir s'approprier les lieux. Voilà. Donc c'est un peu tout ça, cette écologie morale. Alors je vais y revenir plus précisément à partir d'un premier parallèle, donc en termes de méthode, autour de la posture et du propos. Donc on a déjà dit, mes deux collègues l'ont fait, sont revenus sur le courrier du Captain Jim, qu'il définit comme le murmure de l'histoire qui assomme l'historien dans la postface. Donc il se met lui pour le coup dans la postface mais c'est la postface à la seconde édition, donc c'est pas dans l'original. Il se met lui en scène pour expliquer d'où vient cette posture. Et en fait, voilà, comment cette demande de permis de chasse ouvre la faille des archives pour voir cette histoire de réinvention et de résistance. Et là, il me semble que on a là, le parallèle avec l'ethnographe est évident. À un moment donné, je me suis dit, atteint par une forme de présentisme sur ma pratique propre, je me suis dit, mais c'est lui le braconnier, c'est lui qui vient nous piquer aux ethnographes cette manière de faire. Et en fait non, ça m'a renvoyé à l'époque de ma thèse où au milieu des années 90, de seconde moitié des années 90, il y a eu la traduction de Revel, le développement de la microstoria, la diffusion des travaux de Lutke, etc. Et il me semble que ce qui est très fort dans ce bouquin, ce qui moi m'a vraiment beaucoup... donc il y a cette proximité à l'ethnographe, autour de la démarche inductive, donc, puisque c'est de ça dont il est question, qui conduit à ne visser la problématique que très lentement dans la démarche de recherche, même si au final, je l'ai dit, le bouquin est d'une construction remarquable, notamment dans ce passage de l'Est à l'Ouest, etc. Et puis, l'autre chose, l'empathie sur le terrain. C'est-à-dire que pour accéder à ces sources-là, j'imagine, en tant que sociologue, qu'il faut prendre ce que Michel Pialou appelle le temps d'écouter, donc pour les sociologues. Alors, ça renvoie aussi, donc, d'une part, au contexte intellectuel de la seconde moitié des années 90,
Mais ça renvoie aussi à ma propre expérience sur archives dans mes travaux de thèse sur le paternalisme industriel. Et donc Jacobi a son Captain Jim. Moi, dans les archives, j'ai eu mon Prosper, donc Prosper Boulico, autour de la question du paternalisme industriel. Donc je vais juste vous projeter Prosper Boulico, c'est un journalier qui a travaillé un temps dans une usine rurale, gérée dans les années 20, gérée par des patrons paternalisants, etc., dans un village de 900 habitants. Alors, ouais, s'il te plaît, t'es gentil. Je ne connais pas les Macs, c'est drôle de bête, merci. Donc j'avais traduit pour Karl. Et donc, ce poème-là que je vous laisse lire, en gros, ça évoque le mariage d'Hubert Coste, donc Hubert, le patron de l'usine, en 1920. Il écrit l'année suivante, quand le début de la crise commence à arriver. En gros, tu as été très sympa de nous inviter à ton mariage. On a été pour le coup chrétien avec toi. Comment toi, cependant, si débrouillard en guerre, comment ne t'es-tu pas douté, quand joyeux nous buvions à ta santé, qu'un jour en buvant l'eau, nous ferions le contraire. Et je pense que ça renvoie à une même logique, c'est-à-dire que ici, la loyauté à l'égard d'un patron protecteur ne va pas sans se ménager un quant à soi. En gros, c'est l'exemple type dans les situations de paternalisme des ouvriers qui vont voter pour le patron au municipal parce qu'ils sont bien conscients de leur dépendance économique et du développement du territoire, la nécessité de ce patronat, et en même temps, ils ont le droit d'aspirer à un autre monde en votant communiste ou socialiste aux législatives ou aux présidentielles, et surtout de vivre selon leurs propres valeurs. Mais c'est surtout en fait un autre poème de Prosper Boulico donc c'est très court, hein, que ça m'a fait redécouvrir en fait. Coste as-tu mis à la diète, tout est garde si dévoué. Simon marche en courbant la tête, Morin perd ses airs enjoués, Fabry n'a plus le rire aux lèvres, Malter est devenu grincheux. Qu'ont-ils, serait-ce que les lièvres trouvent mes collets avant eux? Et en fait, ça m'a... donc j'ai toujours beaucoup aimé cette espèce d'anarchiste qui a toujours été célibataire, journalier, etc. Mais ça me pose une question. En fait, aujourd'hui, là où j'en suis, c'est le geste. J'ai toujours beaucoup apprécié ce geste parce que ça m'ouvrait à une certaine posture par rapport au paternalisme industriel qui, quand même, pour le rappeler, dans les années 70, pour le marxisme, c'était une aberration. Comment les ouvriers pouvaient rentrer dans une logique pareille. Et pour Foucault, c'est le modèle du panoptique. Et donc, il y a un contrôle total sur les populations. Et voilà, ce genre de poème nous montre bien qu'il n'y a pas un contrôle total, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Mais je ne me suis jamais intéressé au collet de Prosper. De Prosper et de ses héritiers, bien évidemment. D'où le deuxième parallèle et le dernier point de mon topo. Comment cette histoire sociale de l'environnement apparaît, à mon sens, essentielle à la sociologie des mondes ruraux contemporains. Donc, je vais revenir autour de deux éléments, en étant très ancré sur l'ouvrage. Donc, on a une méthodologie extensive, on l'a déjà dit plusieurs fois, qui va prendre 3 terrains, qui ne se fait pas à l'échelle de la trajectoire individuelle, comme dans L'esclave, qui devint millionnaire, mais à partir de 3 parcs qui se mettent en place, où l'on voit, surtout dans la première partie sur les Adirondacks quand même, des conservationnistes. On les voit moins plus tard, mais on les voit là quand même avec une belle ampleur quand même, qui sont sûrs de leur cause. Et on voit comment, entre le moment où les lois sont édictées, où l'État s'approprie ces lois et où ça va se mettre en place, les préjugés qu'il peut y avoir sur ces populations vont se transformer en réel mépris de classe. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les interactions qui vont amener à du mépris de classe, qui n'est pas que du mépris. Je vais y revenir dans la deuxième partie. Mais ça, bon voilà, c'est évident sur les Adirondackers. On le voit aussi avec les fermiers et les Indiens de Yellowstone et
du Grand Canyon. En gros, mais alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement les environnementalistes, puisque, je cite, je ne sais plus quelle page, les populations rurales favoriseraient une exploitation rapide et implacable de la nature comme refrain standard. Donc ça, c'est ce que dit Jacobi, du discours environnementaliste, mais aussi des historiens de l'environnement, en nommant son co-directeur de thèse, Cronon. Et donc, dans l'histoire de l'environnement, ce caractère inductif et qui ouvre à des pratiques qui sont écrasées, méconnues, invisibles, grâce au Capitaine Jim et à la lecture qu'il en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'important dans l'histoire de l'environnement. Voilà. Alors, sur autre point, sur la question de l'environnement et de la domination sociale, en fait, ça a déjà été un peu dit, mais je vais le dire en insistant. C'est, en fait, on a une période très mobile qui est observée, où on voit comment toutes les choses changent, et notamment le sens de la propriété. On passe d'une propriété coutumière, où en fait, ce dont on est propriétaire, c'est le lieu que l'on pratique, où on a des habitudes, où on puise des ressources naturelles. Et puis, la loi arrive, les environnementalistes avec eux, et ça va être très lent, ce passage. Et donc le sens de la propriété, le sens du foncier change, et puis le sens aussi du braconnage, puisqu'en fait, quand on a des pratiques coutumières, du jour au lendemain, enfin petit à petit, on le voit très bien avec les Zapaduraï à la fin, dans la troisième partie, petit à petit, on devient un hors-la-loi. Alors l'autre chose, en dehors de la question environnementale, c'est, Johanna l'a un petit peu évoqué, c'est la pluralité des classes populaires. Pauline l'a aussi évoqué avec la question des Indiens. Ce qui est très fort dans cet ouvrage, c'est que il n'y a jamais, Jacobi ne cède jamais à l'illusion de l'unité du groupe. Alors que tout y prête, puisqu'il y a une opposition forte, il y a une arrivée d'État et de leurs agents, etc., des militaires dans le cas de Yellowstone. Et donc il y a une arrivée massive de l'État, et donc ça pourrait amener l'enquêteur à surinterpréter l'unité du groupe. Mais là, ce n'est pas du tout le cas, puisque dans chaque terrain, on voit ces différences internes. La question du genre a été évoquée, on le voit très bien avec les Zapaduraï et la question des hommes et des femmes, qui n'ont pas du tout le même rapport à la nature. Notamment tout le poids, le rôle de la cueillette chez les femmes. Et en même temps, donc il y a en gros ni misérabilisme ni populisme, il y a toute l'ambivalence et la pluralité des classes populaires qui sont rendues, que ce soit lié à la structure du groupe, à sa trajectoire, puisqu'on a aussi des populations qui bougent, qui sont mouvantes, ou au rapport entretenu avec les dominants. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est dans les relations de domination, comment les choses changent. Yona l'a évoqué, mais j'y reviens. Comment il y a des oppositions avec l'arrivée de l'industrie du bois d'œuvre et de ses bûcherons dans les Adirondacks, comment du coup l'arrivée du salariat et comment les populations habitantes, résidentes des Adirondacks vont se trouver à être opposées, à avoir des systèmes de valeurs qui va se construire différemment et s'opposer les uns aux autres. Comment le braconnage lui-même change de sens. Les braconniers, au début du processus, quel que soit le terrain, c'est vraiment une logique de subsistance. Voilà. Et puis, petit à petit, ça peut aller jusqu'à une forme de révolte. C'est-à-dire, à la fin de la partie sur les Adirondacks, on voit bien, c'est des Adirondacks, il me semble, il y a une espèce de, ce qu'on imagine être une fête, c'est-à-dire que la population locale va s'unir pour aller tuer, je ne sais plus quel animal, mais qui est un animal qui s'est surdéveloppé du fait de la politique environnementale, et qui était un animal qui était l'animal qui était tué par la chasse traditionnelle de manière privilégiée pour nourrir la population. Et donc ils ont plus le droit non seulement ils n'ont plus le droit de la tuer, mais en plus, comme il y a excès de population, les gérants du parc la regroupent et l'emmènent dans d'autres régions du pays par train.
Et donc c'est vraiment une expropriation du territoire, donc c'est immonde. Et donc à ce moment-là, il y a une espèce qu'on imagine, c'est ma lecture, hein, une espèce de fête populaire où on va tuer, c'est un massacre, où on va tuer y compris les femelles et les enfants, ce qu'on ne fait jamais à la chasse, dans ces chasses-là, antérieurement, pour montrer le poids de la révolte et le changement de sens du braconnage qui s'adapte au contexte. Donc voilà, il y a plein de, j'arrête, mais il y a plein de différenciations qui sont très justement rendues. Et au final, on s'interroge quand même sur la suite de l'histoire, puisque l'ouvrage s'arrête dans les années 20-30, au dernier soubresaut de l'histoire dans le Grand Canyon. Et là, du coup, c'est plutôt le rôle des sociologues. Et pour vous dire, je suis un petit peu... Alors, je ne connais pas toute la bibliographie, et si certains parmi vous connaissent des ouvrages ou des références, je suis très demandeur, mais je suis les bras m'en tombent pour dire à quel point, en tant que sociologue, on n'a pas fait le boulot encore, quoi. Alors évidemment, il y a beaucoup à faire, mais même quand on regarde les travaux de Chamboredon, qui sont les travaux pour moi pionniers sur l'usage de la nature en France, etc., il faut les situer historiquement. C'est des travaux qui aujourd'hui ont 40 ans, l'enquête sur la chasse avec Fabiani, Weber et tout ça, c'est fin des années 70, début des années 80. Et donc du coup, et c'est très lié à une génération singulière qui est une génération, la génération des baby-boomers qui ont migré en ville et qui arrivent à la retraite et reviennent à la campagne, soit de manière épisodique, soit pour leur retraite. Et donc il y a une confrontation des populations entre autochtones et anciens autochtones qui reviennent ou nouveaux urbains de classe moyenne qui s'affrontent aux classes populaires locales. Et donc ça, c'est très situé historiquement. Il me semble qu'il y a en gros un modèle Jacobi dans la manière de faire sciences sociales autour de la nature. D'une part, la critique du wilderness. Alors, il y en a eu d'autres qui l'ont fait avant lui, notamment Cronon que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais c'est son attention à l'espace local, à l'autochtonie, dans tout ce qu'elle a de matériel, comme le disait Johanna, c'est-à-dire comment tous des sous-groupes vont avoir tel ou tel usage de la nature, de la forêt, de la faune, telle ou telle manière de chasser. C'est vraiment très fin et il me semble qu'on a beaucoup à s'en inspirer. L'autre chose, c'est la question des frontières. Quelles sont les frontières contemporaines ? J'ai juste fini là-dessus. C'est-à-dire, en gros, s'intéresser à la question du foncier. Comment aujourd'hui le foncier dans les espaces ruraux contemporains est géré et quelles sont les appropriations, dernier point, quelles sont les appropriations qu'il y a du territoire, que ce soit son territoire propre, que ce soit un territoire d'État, par exemple les forêts domaniales, ou les forêts communales à travers la question des affouages, ou des territoires qui sont ceux des agriculteurs, donc des territoires privés, qu'on peut aussi s'approprier d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai remercié Paul et Benoît. Je finis par remercier Karl Jacobi qui m'a fait redécouvrir Prosper. Merci. Merci beaucoup à tous les trois pour ces évocations variées, complémentaires. Merci vraiment pour l'exercice, hein, parce que c'est pas évident. Puis on a vu qu'en plus au fil de la table, on se dit qui va faire des redites, et il y a eu 0 redite, enfin c'était parfait. Je trouve ça assez marrant de voir Nicolas tendu autour de cette question, mais ça s'est très bien passé, bravo. Donc maintenant on a du temps pour discuter collectivement, rebondir, demander des précisions, etc. Il y a des micros qui circulent dans la salle, donc c'est à vous. En tout cas, bon, moi, il y a un point sur lequel je voulais revenir qui m'a énormément intéressé, mais c'était déjà le cas dans la lecture de ce bouquin, et vous l'avez souligné tous les trois, mais Pauline, tu as vraiment mis le doigt dessus, je trouve, c'est cette histoire de penser collectivement et dans un même mouvement, disons, dans ce cadre-là, l'oppression subie par les Indiens et les petits blancs. Et c'est vrai que
Moi, je travaille en Nouvelle-Calédonie et j'ai travaillé sur disons les rapports entre les Kanaks et les colons, donc en se focalisant sur les conflits, évidemment, et la frontière coloniale et l'antagonisme né de cette situation. Et j'ai été extrêmement déstabilisé de voir qu'on pouvait penser la situation historique de ces groupes de façon quasiment solidaire à l'aune d'une forme de domination externe qui est celle de l'État. Donc je trouvais que c'est un déplacement extrêmement intéressant, mais tu as tout à fait bien souligné jusqu'où on peut aller, et notamment dans le rapport à cet espace, la profondeur historique ou pas. Je trouve que ça permet notamment, enfin bien au-delà de ce cas-là et du rapport à la nature, mais de mettre le doigt sur quelque chose, moi, qui me tient à cœur, c'est en gros le statut extrêmement ambigu de ces petits blancs dans des situations coloniales, proto-coloniales, etc. C'est-à-dire, c'est des petits, donc plutôt dominés, mais ils sont quand même censés faire partie du groupe dominant, et à certains égards, ils le sont très clairement. Et donc, il y a une espèce d'articulation des régimes de domination selon l'axe sur lequel on se place, d'autant que finalement on a souvent un espèce dans ces situations-là, et c'est pour ça que ce bouquin, moi, m'a évoqué la situation calédonienne, souvent des situations où il y a un jeu d'acteurs à trois entre les populations autochtones, ces petits colons, et puis l'État central, qu'il soit dans la capitale de la colonie, qu'il soit ou celui de la métropole. Et alors tantôt on insiste sur le fait colonial en disant finalement c'est avant tout les petits blancs qui incarnent ce fait colonial, et finalement l'État essaye de gérer ça, notamment quand on essaie de décoloniser. Comment on fait maintenant? Il y a des blancs, ils sont là, ils veulent pas partir, etc., etc. Donc on a tendance à internaliser un petit peu la question coloniale, tandis qu'à l'inverse, il y a d'autres discours qui disent finalement tout ça, tout le monde est dominé. Notamment il y a eu des partis politiques comme ça qui ont tenté des alliances en Calédonie, mais ailleurs aussi, entre populations autochtones et petits blancs, en disant on va s'allier tous ensemble. Et finalement on s'allie tous ensemble en disant finalement c'est l'État colonial qui nous domine tous, en fait, qui nous opprime tous. Mais ce faisant, on dit rien des rapports de pouvoir localement entre ces petits blancs et les autochtones du coin. Donc moi je trouve que c'est une façon extrêmement stimulante de repenser la question, de dénaturaliser ces oppositions en repensant en fonction des contextes. Et on voit bien comment un enjeu, par exemple ici, les politiques conservationnistes, permettent de reconfigurer les rapports de pouvoir, puisque là, de fait, ce qui compte, c'est avant tout le mouvement national conservationniste qui, finalement, est assez coercitif. Donc moi, je trouve que c'est un point très, très stimulant dans la pensée de Jacobi. Alors j'ai pas lu le livre, mais venant d'un parcours d'ethnologie, je me demandais dans quelle mesure Jacobi questionnait l'idée même de nature, parce que de ce que j'ai compris, il s'intéresse aux perspectives de différents groupes, mais ces différents groupes amérindiens n'avaient pas nécessairement une opposition nature-culture telle qu'on la pense nous. Bon, aujourd'hui, c'est différent, évidemment. Et donc, je me demandais dans quelle mesure son livre partait de cette dichotomie comme d'un fait acquis, ou est-ce qu'il y avait aussi peut-être une réflexion sur l'artificialité de la construction, enfin la construction sociale de la nature, quoi. De fait, il a cette expression pour expliquer comment il travaille sur la nature et comment elle est perçue par les conservationnistes. La nature des conservationnistes, c'est de la pre-human wilderness. Et donc, il faut éradiquer d'une façon ou d'une autre l'idée d'une présence préalable qui serait créatrice de droit, puisque l'idée serait de préserver cette pre-human wilderness. Et donc ça, c'est très clairement exposé comme conception d'eux, ce qui est après autre chose que la façon dont il décrit les usages par les populations de la nature. Et juste pour rebondir sur ce que venait de dire Benoît, il y a une expression dont j'ai enfin découvert l'étymologie, et elle est hyper intéressante sur ce que c'est que le rapport à l'État et à la coercition. Vous savez, red tape. Cette expression de red tape, alors les américanistes doivent tous connaître ça, qui veut dire bureaucratie tatillonne et emmerdante, etc., Washington et le red tape. Et bien en fait, j'ai découvert que le red tape, c'est à Yellowstone le fait qu'à partir de 1897, on ne peut entrer dans le parc qu'en laissant ses armes, où les armes sont scellées.
la gâchette est scellée avec un red tape, une espèce de scotch rouge. Alors évidemment, tout le monde apprend à déceler le truc, mais je pense que du coup, c'est ça l'origine. Donc j'étais éblouie parce que j'ai jamais su d'où venait l'expression red tape, et ça dit quelque chose de ce rapport, aussi bien des petits blancs, aussi à ce que c'est que la coercition de l'État qui veut contrôler comment on utilise ses armes dans ses zones. Oui, dans le même sens, en rebondissant, c'est un fil qui court manifestement dans tout son travail, parce que dans Des ombres à l'aube, on retrouve exactement le même type d'opposition, mais qui bouge un peu, entre les Indiens Apaches et puis plutôt les Vecinos ou Mexicains, les voisins, là, ceux qui sont là avant l'arrivée des colons américains. Et à la fois dans le massacre... les assaillants, hein, les tueurs sont une bande composée de quelques Américains colons, beaucoup de Vecinos et puis des Indiens auxiliaires contre les Apaches. Bon, là, ils sont ensemble, effectivement, contre les Apaches, mais à d'autres moments, Jacobi montre très bien qu'il y a des liens qui s'affirment de plus en plus entre Apaches et Vecinos, notamment autour du partage de la langue. Et il montre que les Apaches se font traduire les journaux américains par les Mexicains ou Vecinos localement. Et puis ça va même se retourner au bout d'un moment, notamment quand les Américains commencent à justement dire c'est pas vos terres aux gens qui étaient là, toujours la même question aux Vecinos, et notamment même quand l'État américain va commencer à installer des réserves indiens sur les terres des Mexicains, ou enfin des gens qui étaient là. Et donc là, ils vont même se retourner et se mettre ensemble, en quelque sorte, contre l'État américain, là aussi, en s'alliant, alors même qu'à d'autres moments, ils s'entretuent. Ce qui est tout à fait fascinant, je trouve, dans le travail dans Des ombres à l'aube. On retrouve exactement le même type de mise en œuvre, me semble-t-il. Très fine, très détaillée et très changeante selon les moments. Et juste pour en rajouter une couche, mais vous allez m'aider parce que je ne me rappelle plus bien, mais à la fin, je crois que c'est dans le 3e chapitre sur les Adirondacks, il montre comment en fait, les lois sont appropriées par certains locaux contre en fait, les industriels qui arrivent pour détruire la forêt, quoi. Et il montre des clubs locaux qui vont utiliser et chercher à changer la loi pour contrer l'usage, l'exploitation de la forêt industrielle, quoi, enfin pré-industrielle, qui commence à ce moment-là. Bonjour. Alors, je n'ai pas lu ce livre-là, des crimes contre nature, et mes horizons de recherche personnelle sont plutôt du côté de l'histoire et de la sociologie du monde religieux. Alors, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais dans le discours puritain, dans tout ce qu'on appelle les théologies naturelles, il y a les comportements contre nature. Et je me pose simplement la question de savoir si Jacobi aborde la question du conservationnisme comme un versant puritain de la conquête du territoire. Je ne sais pas du tout. Il y a une dimension religieuse ou autre. Une précision sur la traduction du titre, hein, Crimes Against Nature, c'est pas crime contre nature, hein, en français, c'est crime contre la nature. Oui, mais... c'est pas exactement le même sens. En fait, dans mon souvenir, il n'y a aucune mention de la religion. Il ne s'intéresse pas en fait à la constitution de l'idéologie conservationniste, ni d'où ça vient, ni qui l'a. Il s'intéresse à son application et à la résistance sur le terrain. Donc peut-être que le livre qu'il n'a pas écrit ou qu'il s'apprêtait à écrire au début, il aurait pu traiter de cette question-là. Mais c'est pas son objet de se demander d'où ça vient. Enfin, d'où vient cette idéologie de la conservation. Et ça fait partie de sa théorisation discrète, il ne commande pas son titre. C'est laissé au lecteur. À toi de te faire comment tu lis ça. Et d'ailleurs, là, les commentaires dans la postface, ils sont plus légers que dans les ouvrages ultérieurs. C'est vraiment... et puis la postface, hein, tu l'as remarqué, c'est une postface qui date des années 2000. C'est quoi ? Enfin, le livre, c'est 2001, mais c'est vraiment ultérieur. Et dans ce livre, la présence de l'historien en tant que chercheur et en tant que théoricien, enfin, elle est quasiment inexistante.
Donc c'est un peu déconcertant. C'est une réédition en 2014, la première donc édition en c'est 2001. 2014. Et Parce ça que, aide enfin, quand même beaucoup d'avoir cette... Le présupposé des conquêtes antérieures, enfin on sait tous les débats de la théologie depuis la controverse de Valladolid, c'est pas des êtres humains, donc on peut les assassiner. Les Indiens sont-ils des êtres humains? L'autre est-il un être humain du même groupe que moi? Donc là je me demandais si dans tout ce processus de privatisation ou collectivisation, pas au sens de la socialisation des terres, mais confiscation par l'État, s'il y avait quelque chose de cette nature dont nous sommes les possesseurs légitimes à la place des autres. Je pense que peut-être une façon de répondre, c'est qu'on est typiquement, même s'il ne le théoriserait pas de façon aussi explicite, je pense, mais il est moins dans un modèle où les idées entraîneraient des pratiques que dans un modèle où les pratiques et les situations génèrent leurs propres idées. Je reprends une expression de Sartre qui parle à un moment de la situation coloniale en disant qu'elle génère sa propre idée qui est le racisme. Et que le propre de la colonisation, c'est de raisonner comme si on arrivait sur un territoire vide, ce qui fait effectivement qu'on trouvera bien des moyens de faire dégager ou d'exterminer ou de trouver que les gens qui sont là ne se comportent pas comme il faudrait. Et la seule mention à la religion dans le livre, c'est la mention de la ghost dance chez les Indiens face à l'écroulement de leur monde. Pardon. C'est pour faire la transition. Avec des ombres à l'aube. C'est le GPS des vacances qui s'est réveillé. Moi, je veux bien ajouter aux commentaires que vous avez faits, plus pour contribuer un peu à la réflexion, en sachant aussi que, bon, on parle tous de façon située, donc moi, c'est plus à partir de l'Amérique latine. J'ai été assez frappée par l'expression qui a été utilisée, je pense, plusieurs fois, mais surtout par Johanna, des incompétents environnementaux, en fait, qui justifient, du coup, la mainmise de l'État et l'intervention de l'État pour faire les parcs. Et ça me faisait vraiment penser, en Colombie, notamment, il y a une collègue, Astrid Ulloa, qui utilise le terme, alors c'est très différent, des Indiens écologiques. Qui considère que en fait, l'État colombien, alors le contexte est différent et c'est beaucoup plus tardif, et je pense que c'est aussi très important, c'est plus 20e siècle, quoi, qui construit les Indiens colombiens comme des Indiens écologiques, comme des natifs écologiques, justement, alors en leur donnant d'autres attributions, qui justement, il y aurait une sorte d'adéquation parfaite entre les Indiens et la nature. Donc on est dans un registre différent, mais en même temps qui permet aussi le contrôle de l'État sur les Indiens en essentialisant les Indiens, en disant les Indiens, voilà, la seule chose qu'ils savent faire, entre guillemets, c'est de préserver la nature. Voilà. Donc on est dans des registres d'action complètement différents, de justification complètement différents, mais en même temps, le résultat est le même sur le contrôle de la population par l'État. Et puis, une deuxième remarque aussi dans vos commentaires, ça me faisait penser sur cette notion de braconnage que moi, je trouve absolument... qui est très heuristique, quoi, qui est vraiment un terme, une notion à étudier davantage, me semble-t-il. Et justement, qu'on a sans doute du mal à étudier parce qu'on ne la trouve pas nécessairement explicitement quelque part. Et peut-être en Amérique latine, ou plus qu'en Amérique latine, c'est un petit peu dans les sociétés post-esclavagistes, je dirais, c'est la notion de vagabondage qui va être très présente. Et là aussi, il n'y a pas vraiment, me semble-t-il, de recherche explicite sur le vagabondage. Mais en fait, la mise en avant du vagabondage et la lutte contre le vagabondage au milieu du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, c'est vraiment là aussi une façon de contrôler les populations et d'essayer d'empêcher cette mobilité qui était récurrente, permanente, traditionnelle dans ces sociétés et de prendre la main sur les populations, de les fixer à un endroit. Donc je pense qu'il y aurait vraiment des choses à faire sur ces notions comme braconnage, vagabondage, qu'on voit régulièrement, mais qu'on ne travaille pas de façon directe. Mais c'est vrai que dans toute... Je suis désolée, je suis super bavarde, mais je trouve ça tellement passionnant. Mais dans toutes les littératures 19e siècle, la figure du garde-chasse, elle est vachement présente. Et ça renvoie à quoi? Qu'est-ce que c'est que vagabondage et braconnage? C'est dans les deux cas une façon de désigner certaines formes de circulation et certains usages de la nature comme illégitimes. Ça sert juste à ça, en fait, ces deux termes. Et ce que tu disais, c'est aussi l'âge de la conservation participative, où la participation, c'est l'injonction de politique publique qui consiste à impliquer les populations et où, derrière participation, on obtient une forme de consentement par les pratiques, à défaut d'un consentement en idée. C'est aussi ça qui se joue. Bonjour, merci beaucoup. Je n'ai pas lu le livre non plus, mais à vous écouter, ça a l'air passionnant.
Et vous montrez bien donc, la manière dont les groupes développent des pratiques, des formes de résistance et des alliances qui peuvent être à géométrie variable en fonction des lieux, des contextes. Par contre-coup, ça me donne l'impression, à vous entendre, donc, que l'État est quand même assez homogène dans sa politique d'imposition et que le conservationnisme tel qu'imposé depuis Washington ne doute pas de ce qu'il est en train de faire. Je voulais savoir, est-ce que dans le livre, on voit des effets retours quand même sur la manière dont les intérêts politiques, économiques, industriels pourraient aussi être travaillés par des contradictions, des conflits d'intérêts qui pourraient donner lieu à des formes d'accommodement ou certains disant peut-être qu'il faut procéder différemment ou autre, parce que sinon, finalement l'État qui est au fond, derrière là, paraît sûr de son fait, obtenir gain de cause avec le temps, hein. Bon, on va dire que ça va prendre 30, 40, 50 ans, mais il n'y a pas l'autre côté scottien qui est la mise en échec de l'État où ça nécessitait parfois de rétro-pédaler, ou d'abandonner. Donc est-ce que c'est vraiment le triomphe, certes plus long qu'on avait imaginé et avec toutes ces destructions du conservationnisme, ou est-ce qu'il y a quand même aussi des tensions internes à ce courant-là? Sinon, pourquoi il s'impose de manière aussi forte à ce moment-là depuis Washington contre ces territoires, ces populations, avec cet appareil répressif? L'État, on le voit, surtout dans sa dimension, dans sa tentative d'imposer la répression et d'essayer d'imaginer des intermédiaires et de plus en plus efficace, hein, puisqu'au départ, dans le premier parc, en fait, en suivant les parcs, on suit la chronologie de l'intervention de l'État. Il a recours à des intermédiaires, des gardes forestiers, des gens locaux qui ont des avantages parce qu'ils connaissent les pratiques, mais qui sont aussi qu'on peut corrompre, etc. Et puis petit à petit, donc, on va vers un bras de l'État plus solide, plus présent, et puis au bout d'un moment, un bras armé. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas l'effet en retour sur, en tous les cas, moi je ne l'ai pas vu dans ma lecture, sur les réflexions qui peuvent y avoir, alors au sein de l'État, mais aussi entre parlementaires. Et moi, j'ai été curieuse de savoir un peu qui sont les gens qui poussent ce type de législation. Est-ce que ce sont des élus des États ruraux? Est-ce qu'au contraire, il y a une citation qui m'avait marquée d'un des... je ne la retrouve plus, un des résidents des Adirondacks qui dit « The laws were made by men who don't know what we need here ». Donc, ils ne contestent pas la loi, mais, le fait qu'il y ait une législation, mais le fait donc probablement les législateurs ne comprennent pas l'usage qui est fait de la nature. Et donc là, moi, je me disais, une petite sociologie des législateurs aurait été passionnante. Est-ce que ce sont des élus des États urbains? Est-ce que... comment ces gens-là sont entourés? Est-ce qu'ils retournent chez eux, etc. Dans un État fédéral gigantesque où le retour vers l'État, la circonscription qu'on représente est problématique, est compliquée à cette époque-là, etc. Mais moi, je pense que ce serait intéressant d'en savoir plus sur ces gens-là, ces milieux. Je pense qu'il y a des livres qui ont... Je ne sais pas, Emmanuel, tu connais ça un peu Nicolas Barrère, il pourrait répondre à cette question, mais... Peut-être juste en complément, il me semble que c'est... alors, c'est pas l'objet. L'État n'est pas l'objet. Mais néanmoins, il apparaît à chaque fois, surtout peut-être quand même sur les Adirondacks au début. Et là, on voit en fait, c'est une démarche génétique, on voit toute la construction se mettre en place. Et l'objet, c'est la construction. Alors évidemment, ça pose plein de questions. Notamment, moi, je me suis demandé à plusieurs reprises pourquoi, on voit très bien pourquoi l'armée arrive à Yellowstone. Et qu'est-ce qu'elle met en place? Et c'est horrible. Mais on se demande pourquoi elle part. Et ça, c'est pas évoqué. Donc effectivement, ça va dans le même sens. Aussi parce on a besoin d'elle ailleurs. Il y a des questions qui sont indépendantes de la problématique de la conservation. C'est vrai que c'est pas un raisonnement de politique publique du genre comment sont fabriquées les décisions. On voit des tensions dans l'appareil d'État. On voit bien que le Bureau des Affaires indiennes, c'est pas exactement la même chose que. On voit ce qui est un petit peu branlant, qui marche pas très bien. Mais après, malgré tout, c'est quand même le récit d'un rouleau compresseur, vu surtout de comment les gens font en bas face à ce rouleau compresseur. Mais Vas-y Paul, puis après... Non, c'est aussi pour répondre un peu à ce que disait Nicolas. En fait, moi, j'ai pas lu non plus le livre, mais sur cette question de l'État, il y a aussi cette idée que dans le système quand même assez complexe de l'État fédéral,
les gens mobilisent différents niveaux de l'État les uns contre les autres. Et en fait, ce que je me demandais, c'est si, parce que dans le récit classique, qui est remis en cause du coup, mais sur l'histoire de l'environnementaliste, il y a les associations environnementalistes, le Sierra Club, qui étaient les héros. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus là-dedans? Parce que eux, ils étaient les gens qui se voulaient un peu comme ça, des associations privées qui allaient éclairer l'État pour que l'État fasse une politique, on va dire, bonne. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas dans cette histoire. Ce qui est intriguant aussi. Ouais, on les voit un peu dans les Adirondacks, essayer de pacifier des conflits, et d'expliquer aussi, mais c'est tout. Ouais. Si je me souviens bien, en fait, le récit classique, disons jusqu'aux années 70-80 qu'on faisait de l'histoire de l'environnement, c'était en fait, c'est un peu comme les réformateurs progressistes, c'est que les idées ne sont pas venues de l'État, elles sont venues des associations, et qu'ensuite l'État les a cooptées, puis que ces gens ont infiltré l'État, d'une certaine manière. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir un récit où, en fait, ils sont absents. Tu as tout à fait raison. Il y avait Michel Napès là-bas. Oui, c'est pour prolonger sur la même question, sur l'homogénéité de l'État et les acteurs privés en lien avec les politiques publiques. Parce que si le Sierra Club et des associations environnementalistes défendent la mise en place d'une politique de conservation, il me semble que ce n'est pas simplement pour embêter les braconniers blancs ou indiens, mais aussi parce qu'il y a des acteurs privés, alors de manière très différentielle dans les trois espaces considérés, mais qui pourraient envisager soit une appropriation privée des terres à visée soit agricole, soit énormément forestière. Enfin, ça dépend évidemment des endroits. Et du coup, c'est une question ouverte, mais je trouve ça un peu compliqué d'avoir la focale locale sur les usages locaux de ces espaces sans voir simultanément le fait que la militarisation de la protection, elle se fait aussi contre une volonté d'appropriation privée et d'exploitation capitaliste de ces espaces. C'est-à-dire, la question, c'est pas juste maintien aux Indiens ou passage à l'État et expropriation des Indiens, c'est aussi passage à l'État contre d'autres formes d'appropriation privative qui vont... Voilà, alors je ne sais pas s'il en parle et tout ça. Mais... Il en parle beaucoup dans la première partie. Sur les Adirondacks, c'est effectivement toute la question des réserves de chasse qui génère l'indignation de tout le monde, aussi bien les locaux que même vu de New York, on commence à trouver, et de Washington, on commence à trouver qu'il y a des gens qui abusent à tout enclore et à faire ce qu'ils veulent dans des espaces privatifs. Il y a toute la bourgeoisie new-yorkaise qui vient, donc Rockefeller notamment, qui vient chasser, qui vient faire de la chasse sportive dans les Adirondacks. Et ça crée des massacres, surtout de la faune. Et les locaux s'unissent pour le coup, a priori, avec les conservationnistes contre cette bourgeoisie privée, cette chasse privée. Qui crée aussi des grands parcs privés dans les alentours de ce qui va devenir et qui mettent des barbelés en place. La forêt des Adirondacks. Ouais. Il y a Emmanuel, puis après derrière. Moi, c'est très rapide parce que ça reprend pas mal les choses qui ont déjà été dites. La première sur la distinction. Moi, j'ai pas lu non plus ce livre-là et maintenant j'ai très envie de le lire. D'une part, je suis d'accord, ce qui m'intéresse beaucoup sur ce que fait Jacobi, on le retrouve dans les livres suivants que pour le coup j'ai lus, c'est le partir des pratiques et des sources, même s'il y a pu y avoir des aspects problématiques, mais qui montrent que les identifications et les assignations, c'est vraiment des pratiques et pas en soi une essence des gens, mais qu'il y a des pratiques et des stratégies à un moment de faire des alliances ponctuelles, etc. Et que c'est ça qui est intéressant et qui permet de répondre aussi à cette injonction à l'identité qu'on trouve beaucoup. Donc, mais ça, c'était juste un commentaire. L'autre chose, c'était sur la différence entre les différents cas et notamment peut-être une dichotomie un peu binaire entre l'Est et l'Ouest et qui reprend en fait cette narration aussi sur le rôle de l'État fédéral et de l'armée également, qui fait que le cas des Adirondacks par rapport au cas du Grand Canyon et de Yellowstone est différent. C'est que
on sait que quand même malgré toute cette narration de la frontière qui est un lieu d'individualisme, etc., qu'en fait l'État fédéral et notamment son bras armé qui est donc l'armée ont un rôle extrêmement important dans l'Ouest et qui fait que en termes de relations aux habitants, aux locaux, aux autochtones, bon, avec le cas du Sud-Ouest, c'est compliqué aussi par la présence des anciens colons mexicains, et on y reviendra tout à l'heure, mais qui s'insère du coup dans cette narration de la construction de l'État fédéral et du rôle de l'État fédéral, qui, malgré donc ce grand récit individualiste, etc., sur l'Ouest, est à contre-emploi, en fait, pour ce qui est de... C'est-à-dire que si à l'armée, c'est à la fois parce que c'est elle qui a les ressources et qui peut faire ça, mais c'est aussi parce qu'elle est déjà là par rapport là, ce dont il s'agit, c'est d'emmener l'armée à Yellowstone. Donc, c'est pas la frontière... oui, mais malgré tout, on la déplace. Il n'y a pas encore les autres organes de l'État. Et donc, on a cet État fédéral qui est là. Et donc, cette distinction Est-Ouest. Et j'ai été frappée aussi parce que tu disais mais en fait, c'est cet État à Washington, ils ne savent pas ce que c'est que la nature, ils ne savent pas ce que sont nos pratiques, et ils nous font des lois qui ne correspondent pas à ce qu'est la réalité. Et en fait, c'est un discours qu'on retrouve énormément, y compris par rapport aux Indiens. C'est-à-dire que moi, je les retrouve dans ma Californie mexicaine, où il y a des lois générales qui sont faites pour que les Indiens deviennent citoyens et le droit de vote, etc. Et où la réponse, c'est non, mais bon... Ces gens à Mexico, c'est pas Washington à ce moment-là, c'est Mexico, ils savent pas ce que sont que les Indiens. Et donc cette disjonction entre justement qu'est-ce qu'on fait quand on construit un État fédéral et que en fait on a un héritage impérial et que c'est en fait sur le terrain qu'on défend davantage cette spécificité locale, cet état d'exception, etc. Donc voilà, en fait c'est plus des commentaires et des remarques. J'ai juste quelques commentaires et une suggestion pour un livre. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Ramp Hollow, The Ordeal of Appalachia de Stephen Stahl. Et ça parle je crois, 200-300 ans d'histoire d'Appalaches, des locaux, et puis aussi comment ils ont construit une façon de vivre qui est devenue dans la pensée des grandes entreprises et l'État fédéral surtout anti-moderne, comme si les gens locaux sont des gens qui ne adaptent pas à la société moderne. Alors on devrait en fait prendre leur terre et puis aussi changer l'écologie en prenant en fait des montagnes. On va faire des mines, open air mines. Et c'est très intéressant ce livre parce que ça raconte une histoire de 300 ans, mais avec à la fois une vue de micro-histoire, mais à la fois de macro-histoire à l'échelle des annales. Et en fait, ça a sorti peut-être 2 ans aux États-Unis. Et ça, en fait, ça pousse le vue de ce livre-là plus loin vers le 21e siècle. Et qu'est-ce qui se passe maintenant la Virginie de l'Ouest où on abîme des montagnes entières pour les mines. C'est vraiment c'est très frappant. Et il y a vraiment des parallèles. Ça s'appelle Ramp Hollow, The Ordeal of Appalachia de Stephen Stahl, S-T-O-L-L. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou bien je voulais vous dire aussi ça a été cité très rapidement, mais dans les références bibliographiques, de fait, ce bouquin porte très fortement, me semble-t-il, l'empreinte de William Cronon, de Bill Cronon, qui était le directeur de thèse de Jacobi. Je crois même que c'est lui qui l'a incité à se remettre à la recherche, alors que Jacobi lui-même travaillait dans une maison d'édition. Et c'est là où Cronon allait apporter son livre. Et donc, discutant, l'a incité à reprendre. Et les principaux articles de Bill Cronon, qui est donc cet historien environnementaliste américain, ont été traduits il n'y a pas très longtemps en français dans un bouquin qui s'appelle Essai d'histoire environnementale, dans lequel il y a notamment ce fameux article qui s'appelle, je ne sais pas comment c'est en français, mais en anglais, c'est The Trouble with Wilderness. Donc le problème de la nature sauvage, où
il explique comment le concept même de nature sauvage suppose d'effacer les habitants qui gênent, avec notamment, c'est l'idée qu'une belle photo de Yellowstone, de cette nature, etc., suppose, petit 1, qu'on a viré les Indiens du tableau, petit 2, qu'il y ait un photographe, ce qui n'est pas anodin. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis Cronon a aussi énormément écrit et thématisé sur la question du storytelling. On va en reparler ensuite, mais donc sur la façon d'écrire, de raconter des histoires. Et donc après, Jacobi a suivi sa trajectoire propre, hein, mais dans sa généalogie intellectuelle, Cronon est tout à fait central. Et donc voilà, ce bouquin a été traduit récemment en français. Un dernier truc. Oui, vas-y. Il y a, pour signaler en réponse à une remarque de Nicolas sur les travaux en France, il y a la thèse de Guillaume Blanc qui reprend un peu le dispositif comparaison de 3 parcs, avec un parc au Canada, un parc en Éthiopie et le parc national des Cévennes. Donc je me permets de signaler. Merci. Et qui raconte l'expert du WWF en 63 qui écrit à l'UICN en disant « J'ai jamais vu un peuple aussi ravageur et désastreux pour l'environnement que les Éthiopiens ». Bon, voilà. Et comme vous avez compris que Genèse suit le fil de Carl Jacobi, après le numéro Passing, le prochain numéro de Genèse va s'appeler « Est-ce bien naturel ?» avec un article notamment de Guillaume Blanc qui parle un petit peu de cette idée de construction d'une nature sauvage. Merci beaucoup, à tout à l'heure.